Alors aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série de vidéos qui va traiter, cette nouvelle série, des grands médiums et guérisseurs du 19e et du 20e siècle. Alors pour commencer, j'ai tenu absolument à vous parler d'un homme qui pour moi est un des plus grands médiums qu'il y ait eu depuis bien longtemps, qui a vécu donc entre le 19e et le 20e siècle, et cet homme, c'est Edgar Cayce. Alors, Edgar Cayce, eh bien, il va naître le 18 mars 1877 à Hopkinsville, donc c'est une petite ville du Kentucky. Très vite, dans sa jeunesse, il va prendre l'habitude d'aller se promener dans les bois qui sont pas très loin de la propriété de ses parents. Et un jour, alors qu'il a quand même déjà pas loin d'une dizaine d'années, il se promène dans les bois et là se trouve un bûcheron qui est en train de travailler et Edgar Cayce s'arrête, le regarde, fasciné de voir la force de cet homme par rapport à son travail. Alors bien sûr, le bûcheron s'aperçoit qu'il est observé, regarde l'enfant et lui dit « Eh oui, je suis fort comme Samson ». Edgar n'en demande pas plus et retourne chez lui. Et quand il arrive auprès de sa mère, qui s'appelle Clary, il lui dit « Explique-moi, qui est Samson ?» Et donc sa mère lui répond « Samson, c'est un personnage de la Bible. Alors explique-moi ce qu'est la Bible. » Et de là, sa mère commence à lui expliquer ce qu'est effectivement la Bible. Et Edgar est fasciné par les explications de sa mère et veut en savoir plus. Alors, pour qu'il puisse bien plus approfondir ce qui vient d'être dit, son père, Leslie, pour ses 10 ans, va lui offrir une Bible. Et on verra, durant les différentes émissions, les différentes vidéos qu'il y aura sur Edgar Cayce, parce que c'est tellement vaste qu'aujourd'hui, je vais vous parler de sa vie, mais qu'il y aura une autre, ou peut-être même 2 autres vidéos où je parlerai des prophéties d'Edgar Cayce qui sont fondamentales, eh bien, on verra que tout au long de ce parcours de vie d'Edgar, la Bible va avoir un grand rôle, va jouer un grand rôle, ce qui va l'aider aussi, ce qui va lui permettre de ne pas être totalement perturbé par tout ce qu'il va vivre. Donc, Leslie, son père, lui offre cette Bible et Edgar s'empresse de commencer à la lire. Alors il va prendre 3-4 mois pour la lire la première fois et il se dit que dorénavant, chaque année, il lira la Bible en entier. Mais il a déjà 10 ans et il se dit « j'ai quand même perdu déjà 9 ans où je n'ai pas lu cette Bible ». Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va se mettre à lire la Bible plusieurs fois dans une année, ce qu'il fait que quand il arrive à ses 12 ans, il a rattrapé le retard et il a lu la Bible 12 fois. Et donc pour lui, eh bien, c'est primordial. Et il se réfère souvent, et il aime, les après-midi, aller se réfugier dans une petite maison sur le terrain de ses parents, près d'une rivière, et il aime aller là tous les après-midi pour lire justement la Bible. Entre-temps, eh bien, son grand-père décède. Et Edgar dit à sa grand-mère « Est-ce que tu crois qu'un jour je pourrai le revoir ?» Et là, sa grand-mère, en fait, lui répond « Bien sûr, puisque tu as la seconde vue, la double vue. » Et là, Edgar, il commence à réaliser qu'en fait, tous ces petits amis qu'il voit et que personne d'autre ne voit, eh bien, ce que vient de lui dire sa grand-mère, il commence à réaliser le pourquoi. Alors, je vous dis, personne ne le voit sauf lui. Si, ce n'est pas vrai. Il y a une petite voisine qui s'appelle Anna. Et Anna, elle a les mêmes facultés qu'Edgar par rapport au fait qu'elle peut voir aussi les êtres qui sont passés de l'autre côté.
Et effectivement, eh bien, un jour où ils jouent tous les deux, il pleut énormément, et donc Edgar et Anna sont totalement mouillés. Et Anna interroge les enfants qui jouent avec eux, et leur dit, mais pourquoi vous êtes secs alors que nous sommes totalement mouillés tous les deux? Et là, les petits êtres répondent, mais tout simplement parce que nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de la musique, nous faisons partie des fleurs, nous faisons partie du tout. Et à partir de ce moment-là, pour Edgar, eh bien, ça devient plus facile à comprendre puisque sa grand-mère lui a dit qu'effectivement, il avait cette possibilité d'avoir une autre vision que les terriens, que la plupart des humains n'ont pas. Eh bien, ça lui permet de comprendre pourquoi il peut jouer avec ces petits êtres que personne d'autre ne voit en dehors de Anna. Alors, il va plusieurs fois expliquer à sa grand-mère qu'en fait, il voit son grand-père. Il le voit dans le hangar de la propriété. Et son grand-père, donc, il peut converser avec, et il dira à sa grand-mère, tu sais, je peux pratiquement passer, je le vois en transparence, je pourrais passer à travers. Sa grand-mère le croit totalement. Sa mère aussi, Carrie aussi. Par contre, son père, pour lui, ce sont des bêtises et de l'imagination. Et Edgar ne voit rien de plus que lui, ce qu'il peut voir. Mais peu importe, Edgar ne s'occupe pas de ça. Et lui, il sait qu'il peut le voir, son grand-père. Un après-midi, où il se trouve dans cette petite cache qu'il a dans la forêt, ce petit refuge, il est en train de lire la Bible, et tout d'un coup, devant lui, apparaît une femme. Sauf que, comme c'est un jour où il y a beaucoup de soleil, Edgar, il pense que cette femme, c'est sa mère. Mais très vite, il se rend compte que non, c'est pas sa mère, parce que cette femme, elle a des ailes dans le dos. Alors il a un peu peur quand même, Edgar. Il a à peu près une douzaine d'années, donc 12-13 ans, donc il a un petit peu peur. Et il se demande qui est cette femme qui est en face de lui, qui se trouve en face de lui. Et à ce moment-là, elle lui dit « Dis-moi ce que tu espères le plus dans ta vie pour que je puisse te le donner. » Et là, Edgar la regarde et lui dit « Je voudrais surtout aider les malades, principalement les enfants. » Et puis la femme s'en va, disparaît. Et Edgar, un petit peu effrayé quand même, court jusque dans sa maison, va voir sa mère Carrie et lui explique. Et sa mère, pas du tout étonnée, lui dit « Eh bien, tu vois, c'est magnifique ce que tu viens de vivre, parce que ainsi tu vas être exaucé de ce que tu as demandé. » Alors, eh bien, les années passent, les mois passent comme ça, et puis, à ce moment-là, Edgar, lui, il veut être missionnaire. Il a comme idée d'être missionnaire. Mais il a un gros souci, Edgar, un très gros souci, c'est l'école. C'est-à-dire que c'est un élève plus que moyen. Et ça énerve son père Leslie, qui entre-temps est devenu juge de paix et que tout le monde appelle sieur. Donc ça énerve Leslie de voir que son fils n'avance pas à l'école et n'a pas des bonnes notes. Un soir, il s'énerve et il dit « Je vais travailler avec Edgar sur sa leçon d'orthographe jusqu'à temps qu'il la connaisse par cœur. Et je ne le lâche pas. » Et donc, c'est ce qu'il fait avec Edgar. Et donc, pendant des heures, il essaye de faire rentrer dans la tête d'Edgar cette leçon d'orthographe, mais rien, absolument rien n'y fait. Edgar ne retient rien. Et son père s'énerve. Et il est fatigué, son père est énervé, Edgar est fatigué, et rien n'avance. Il est 23 heures, la leçon d'orthographe n'est toujours pas apprise, et il n'y a rien qui rentre. Edgar n'en peut plus. Et à ce moment-là, il entend la voix de la femme qu'il avait vue dans la cabane, et cette femme lui dit « Si tu peux te reposer un tout petit temps, alors nous allons pouvoir t'aider. » Donc Edgar tout de suite réagit et dit à son père «
peux-tu me laisser 5 minutes de repos, s'il te plaît ?» Son père accepte. Et puis, son père se dirige vers la cuisine et laisse Edgar tout seul. Quand il revient, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Edgar assis sur une chaise, endormi sur son livre, qu'il prend comme un oreiller. Alors Leslie réveille son fils. Et là, Edgar lui dit « Eh bien, tu peux m'interroger sur tout le livre et tu verras, je connais ma leçon. » Donc, Edgar affirme qu'il est capable de réciter la leçon d'orthographe. Leslie le prend au mot et lui pose des questions sur la leçon. Effectivement, Edgar sait répondre à tout. Et Edgar, il continue en disant à son père « Tu peux m'interroger maintenant sur tout le livre. » Donc, c'est ce que fait Leslie. Et Edgar est capable de lui dire tout le livre, de répondre à toutes les questions par rapport au livre. Il insiste encore en lui disant « Tu peux même me demander les titres des chapitres et me dire me demander les photos, me décrire des photos et me demander où sont situées les photos dans le livre. » Leslie s'exécute et Edgar répond absolument à tout. Alors là, Leslie, il voit rouge, il s'énerve. Et il dit à son fils « Mais est-ce que tu te rends compte que tu te moques de moi, que depuis le début de la soirée, nous sommes sur la leçon, que tu m'as dit que tu ne la savais pas, alors que tu la connais par cœur. » Et là, tout à fait naïvement, Edgar lui répond « Mais c'est parce que je me suis endormi sur le livre et en me réveillant, je savais tout. » Comme réponse, Leslie lui envoie une paire de gifles magistrales, parce que pour lui, son fils s'est moqué de lui. Il ne dit rien, Edgar, il ne dit rien, et simplement, il va voir sa mère, et il lui explique ce qui s'est passé. Et sa mère n'est pas spécialement étonnée, et lui dit « C'est magnifique ce que tu viens de vivre, c'est extraordinaire, moi je te crois. » Et effectivement, à partir de ce jour-là, Edgar devient un excellent élève, toujours dans les premiers. Et Leslie, qui commence à voir que son fils sait comme ça, n'a qu'à se coucher sur son livre pour savoir ce qui se passe, pour apprendre ce qui se passe dans ce livre, eh bien le traite un peu de fou, a l'impression qu'il va devenir fou. Sauf que comme il devient bon élève, il en est fier, donc il commence à clamer ça un peu partout, que son fils est capable de retenir des leçons en s'endormant sur le livre. Chose pour Edgar qui est épouvantable, parce que Edgar, toute sa vie, restera un homme simple, qui ne veut surtout pas se faire remarquer. Et là, Leslie le met sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes commencent à le regarder bizarrement. Ses copains aussi. Ses copains se moquent de lui en lui disant « Tu ne voudrais pas t'endormir sur nos livres, peut-être que nous, on pourrait connaître la leçon par cœur. » Donc ça, Edgar le vit vraiment très très mal. Et dans l'école où il a un professeur qui est un peu plus ouvert que les autres et qui, lui, ne regarde pas Edgar comme un phénomène de foire, mais a envie de le questionner sur ce qu'il vit. Et donc un jour, il dit à Edgar, écoute, ne pars pas en récréation tout de suite, je voudrais te poser des questions sur la manière dont tu reçois tes leçons. Et Edgar lui dit, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je m'endors sur le livre et au réveil, je sais tout, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et là, cet homme se rend compte qu'il est totalement sincère et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de manipulation là-dedans. Et donc, il dit à Edgar, c'est bien, eh bien, écoute, maintenant tu peux aller rejoindre tes camarades et jouer avec eux pendant la récréation. Ce que fait Edgar immédiatement. Il sort, il va rejoindre ses copains qui sont en train de jouer au ballon, et là, eh bien là, il a le ballon, il reçoit le ballon à l'arrière de la tête, tout à fait en bas de la nuque, au début de la colonne vertébrale. Un grand coup à cet endroit-là. Tout le reste de l'après-midi, Edgar a un comportement
totalement différente d'habitude. C'est-à-dire que, alors que c'est un garçon qui est plutôt réservé, timide, tranquille, là, il essaye de faire rire les copains sans arrêt, il se roule par terre, il essaye dans la rue de stopper les voitures à chevaux, enfin, il fait tout et n'importe quoi. Alors, bien sûr, on appelle son père Leslie, et Leslie va chercher Edgar et lui dit « Puisque tu te conduis comme ça, tu vas rester dans ta chambre couché jusqu'à demain matin. Je ne veux pas te voir. » Bon. Seulement Carrie, elle s'inquiète quand même, parce qu'elle connaît son fils, et elle sait très bien que son fils n'a pas l'habitude d'être comme ça. Alors, elle va le voir régulièrement. Et puis, au fur et à mesure que la soirée passe, eh bien, Edgar, il tombe pratiquement dans le coma, dans un état qui est proche du coma. Donc, bien sûr, Carrie est affolée, son père aussi, et à un moment donné, dans cet état-là, Edgar parle, donc dans son sommeil, parle et dit « Pour me guérir, il suffit de faire un cataplasme avec des oignons et du maïs écrasé. » Donc, les deux parents entendent ça. Leslie dit « C'est tout et n'importe quoi, vraiment, il se moque de nous. » Alors que Carrie dit « Non, non, moi je vais tout de suite dans la cuisine préparer le cataplasme. » Ce qu'elle fait. Et Edgar a ajouté « Il faudra me poser ce cataplasme sur la nuque et ainsi je guérirai. » Donc Carrie fait tout comme il a dit, avec exactement les doses comme il a donné en dormant, et elle va poser le cataplasme sur la nuque de son fils. Le lendemain matin, quand il se réveille, eh bien, les parents peuvent constater qu'il est totalement guéri, qu'il a retrouvé tout à fait son état normal, qu'il n'y a plus rien d'alarmant dans le comportement d'Edgar. Alors là, Leslie commence à dire partout « Mon fils s'est guéri tout seul, mon fils s'est guéri tout seul ». Donc c'est quelque chose qui commence à se savoir autour, et de plus en plus, il le vit mal. De plus en plus, il ne supporte pas qu'on parle de lui comme ça sans arrêt. Il va, comme ses parents n'ont quand même pas beaucoup de moyens, il va commencer à 16 ans à travailler dans une librairie de Hopkinsville, donc là, la ville où il est né. Et peu de mois après avoir commencé ce travail, il rencontre une jeune fille dont il tombe éperdument amoureux et qui va devenir sa femme, Gertrude. Et Carrie, là, sa mère, lui dit « Tu sais, si tu veux te marier avec Gertrude, il faut que tu puisses subvenir aux besoins du foyer. Ce n'est pas en restant dans cette petite librairie que tu pourras le faire. Donc il faut que tu arrives à quitter la ville et à trouver un emploi qui te permette de gagner mieux. » Donc Edgar est d'accord avec cela parce qu'il aime beaucoup Gertrude et qu'il a envie de se marier avec. Donc, eh bien, il essaye de se faire embaucher dans une librairie de Louisville, qui est la plus grande ville du Kentucky et qui est à côté d'Hopkinsville. Et donc il va voir le libraire. Et le libraire, quelque part, lui dit « Pourquoi je te prendrais plus toi qu'un autre ?» Et là, Edgar lui dit « Confiez-moi votre catalogue et demain je reviens et je connaîtrai tous les livres de votre librairie. » Alors bien sûr, le libraire au départ est plus que hésitant et bon, mais il accepte. Il lui dit « D'accord, reviens me voir demain. » Et quand Edgar revient le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il connaît tout le catalogue par cœur, donc il sait les livres qui sont dans la librairie. Bien sûr, il est embauché immédiatement. Et tout se passe bien, sauf qu'il ne gagne pas encore suffisamment pour pouvoir se marier avec Gertrude. Et son père lui dit un jour, écoute, moi je suis agent d'assurance dans un cabinet, si tu veux, moi je te fais embaucher, comme ça tu vas gagner encore plus. Et ça te permettra de pouvoir avoir davantage de moyens pour t'installer. Alors il accepte, et pendant un certain temps, il fait les deux travails en même temps. Il se déplace beaucoup pour son travail d'agent d'assurance, et là, Edgar commence à être dans un état de fatigue assez important, ce qui lui entraîne des maux de tête qui deviennent de plus en plus violents.
Et un jour, où il a un mal de tête particulièrement agressif, il se décide d'aller voir un médecin. Et il va voir ce médecin et il lui donne en traitement une poudre à prendre, à diluer dans l'eau, en lui disant que ça va vous calmer. Donc, Edgar prend tout de suite cette poudre, tellement il souffre. Et en fait, il se rappelle juste qu'il a bu cette poudre, et quand il se réveille, il est à l'hôpital. Il se réveille à l'hôpital avec 2 médecins à son chevet, plus son père. Et il entend les médecins qui disent que ce n'est pas grave ce qu'il a, que c'est un excès de fatigue, mais que tout va bien aller. Et quand Edgar veut rassurer son père en disant qu'effectivement il va bien, c'est un murmure qui sort. Il n'a plus de voix. Il a perdu sa voix. Alors les médecins disent au père, non, mais c'est pas grave, voyez, on vous l'avait dit, il est tellement fatigué, il est à les limites de l'épuisement, voilà pourquoi il n'a plus sa voix, mais tout va revenir. Donc le lendemain, étant donné qu'en dehors de cette perte de voix, il est parfaitement bien, il sort de l'hôpital, il rentre chez lui, mais la voix ne revient pas. Et puis les jours passent, et la voix ne revient toujours pas. Donc ses parents lui font consulter toutes sortes de médecins. Mais rien n'y fait. Il reste sans voix. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Edgar n'a toujours pas retrouvé sa voix. Donc bien sûr, il ne peut plus être travaillé en tant qu'agent d'assurance. Impossible. Il va trouver une place chez un photographe. Il va travailler là et Gertrude est absolument enchantée qu'il travaille chez un photographe parce que c'est une passionnée de photos et de peinture. Alors, bien là, au moins, il n'a pas affaire à la clientèle, donc il n'a pas besoin de parler, donc tout va bien. Mais il n'a toujours pas eu sa voix. Et pour Edgar, il se dit, maintenant ma voix ne reviendra plus, je n'aurai plus jamais. De ma vie, je ne pourrai plus jamais parler. Et là, il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est une punition ? Pourquoi je dois vivre ça ? Est-ce que ce n'est parce que je n'ai pas suivi ce que la dame m'avait dit ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été missionnaire ? Voilà. Donc toutes ces questions le hantent et le perturbent, bien sûr. Or, un jour, à Hopkinsville, il y est revenu, par la force des choses. Il y a un monsieur qui vient faire un spectacle d'hypnose. Il s'appelle Monsieur Hart. Et il vient donc donner un spectacle plusieurs jours de suite où effectivement il pratique l'hypnose. Et ce monsieur Hart entend parler de Edgar Cayce qui a perdu sa voix. Et il va voir les parents et il leur dit « Écoutez, moi je vais essayer de mettre votre fils sous hypnose. Si ça marche, vous me donnerez 200$. » Ce qui est énorme hein, pour les parents. Pour les parents d'Edgar, c'est énorme, mais les parents ont tellement envie que leur fils retrouve leur voix qu'ils acceptent. Et M. Hart dit, si ça marche, vous me donnez les 200$, si ça ne marche pas, vous ne me devez rien. Et effectivement, il met Edgar sous hypnose. Et durant l'hypnose, Edgar parle, à sa voix parfaitement claire. Mais dès qu'il revient de l'hypnose, c'est terminé, sa voix est repartie. Donc, M. Hart, il essaye une fois, il essaye 2 fois, il essaye 3 fois, et puis il dit aux parents, non, ça ne marche pas, la voix ne revient pas. Sauf qu'entre-temps, Edgar est tellement perturbé par cela qu'il a maigri beaucoup, et puis il est très perturbé, très nerveux, très agité, et donc les parents s'inquiètent énormément. Mais il y a à Hopkinsville un homme qui pratique l'hypnose, mais lui, l'hypnose qui peut guérir. Donc là, ce n'est pas du spectacle. Et en fait, il s'agit de cet homme, du mari d'une femme qui travaille avec la sœur Anne, la sœur d'Edgar. Et donc, eh bien, cet homme se met en rapport avec les parents et avec Edgar et leur dit, écoutez, on peut peut-être essayer l'hypnose, mais une hypnose qui est beaucoup plus sérieuse. Et on peut peut-être essayer
pour voir si ça peut être efficace pour lui. Edgar, il est tout de suite partant, parce que c'est tellement lourd pour lui qu'il est tout de suite d'accord. Par contre, les parents, au départ, disent non, parce qu'ils ont peur que, en fait, il maigrisse encore plus et qu'il tombe vraiment gravement malade. Mais Edgar finit par les convaincre, et puis Edgar est quand même adulte, hein, parce qu'il a 20 ans passés. Donc il dit si, moi je veux essayer absolument. Alors est convenu qu'ils vont le faire un jour, donc on est au début des années, c'est à peu près vers 1901, et il est convenu que un soir de mars, eh bien, il sera fait une séance avec cet homme qui s'appelle Monsieur Laine. Et donc Edgar arrive chez ce Monsieur Laine, enfin non, plutôt c'est Monsieur Laine qui vient chez Edgar et qui lui dit « Tu t'allonges sur le divan familial et ce n'est pas moi qui vais t'endormir, c'est toi qui vas te faire ton auto-hypnose. Tu vas t'hypnotiser toi-même. » Donc il lui montre comment faire et il lui dit « Je serai près de toi tout le temps de la séance, tu n'as rien à craindre et je noterai si tu dis quelque chose ou tout ce qui se passe. » Et puis, il n'est pas tout seul. Les parents sont là aussi, veulent assister. Alors, effectivement, Edgar, à un moment donné, a une respiration plus profonde et donc s'endort. Et là, il se rend compte qu'en fait, Monsieur Laine se rend compte que le corps d'Edgar est totalement endormi. Et il commence à dire à Edgar, « Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe pour toi par rapport à ta gorge ?» Et là, en fait, après quelques temps, d'un seul coup, Edgar se met à parler et dit « Oui, nous pouvons le dire. » J'insiste sur ce « nous pouvons le dire » parce que de toutes les lectures, puisque ça s'appellera comme ça, ce que Edgar va faire tout au long de sa vie, toutes les lectures qu'il fera, il dira toujours « nous », c'est-à-dire lui et ceux qui l'entourent, les guides qui sont de l'autre côté avec lui. Donc il dit « oui, nous pouvons le dire ». Et là, il explique qu'en fait, il a une inflammation des cordes vocales due à un stress trop grand, qu'il faut absolument refaire fonctionner davantage la circulation sanguine afin que ça puisse se réguler et que tout rentre dans l'ordre. Donc, Monsieur Laine note tout ce qui est dit et en même temps, eh bien, le fait. Il a la possibilité, Monsieur Laine, de le faire. Donc, il fait réactiver cette circulation sanguine et tous ceux qui sont dans la pièce, effectivement, se rendent compte que Edgar a la gorge qui devient extrêmement rouge. 20 minutes se passent. Edgar se réveille, il crache du sang et il dit le premier mot, c'est « bonjour ». Et là, Edgar a totalement retrouvé sa voix. Donc, bien sûr, tout le monde est émerveillé. Monsieur Laine en premier, et dit à Edgar « Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Vous êtes guéri par auto-hypnose. En vous auto-hypnotisé, vous avez donné le diagnostic et on a pu vous guérir. Est-ce que vous accepteriez demain que l'on recommence l'expérience et que cette fois, vous arriviez aussi à pratiquer l'auto-hypnose sur vous, mais pour demander des renseignements sur mon état de santé à moi. » Edgar est tellement heureux de ce qui vient de se passer, tellement heureux d'avoir retrouvé sa voix. Il dit oui tout de suite à Monsieur Laine. Et le lendemain, il recommence l'auto-hypnose et quand Monsieur Laine pose des questions par rapport à sa santé, Edgar lui donne tous les éléments, tous les ingrédients, toutes les potions que ce Monsieur Laine doit prendre pour pouvoir guérir des différentes maladies qu'il a. Donc, il lui cite toutes les maladies. Dans son état d'hypnose, il lui cite toutes les maladies et tout ce qu'il faut prendre pour pouvoir guérir. Quand il revient à lui, Monsieur Laine lui dit « C'est extraordinaire, hein, parce que vous ne saviez pas les maladies que j'avais et vous les avez toutes citées.
et vous avez donné toutes les potions à prendre pour que je puisse guérir. Donc bien sûr, Monsieur Laine, le jour même, prend tout ce qui lui a été indiqué et une semaine après, il est absolument soigné et guéri de toutes les maladies qu'il avait. Alors bien sûr, pour Monsieur Laine, c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Edgar, vous devez vous servir de cela. Vous ne pouvez pas faire autrement que de faire ces lectures qui soignent les gens. Je vais installer un cabinet et nous allons travailler ensemble. Edgar lui dit, je ne veux pas toucher un centime sur ce que je fais, sur les lectures. Et Edgar a été fidèle à ça pratiquement toute sa vie, hein, où vraiment il a pu demander quelquefois des lectures, mais qui n'avaient rien à voir par rapport à la maladie s'il demandait quelque chose. Mais dans les premiers temps, il a dit, je refuse par rapport à la maladie de prendre un centime sur ce qui va être donné pour les patients. Monsieur Laine, lui, il voit plutôt l'intérêt. Il a ouvert son cabinet et là, il ne désemplit pas, bien sûr, parce que les personnes ayant entendu parler de ce qui s'était passé veulent tous venir se faire soigner par Monsieur Laine en ayant la lecture d'Edgar Cayce, bien sûr. Et effectivement, Monsieur Laine est ravi parce qu'il reçoit plein de monde et Edgar fait de plus en plus de lectures, ce qui l'épuise quand même, mais il n'est pas bien. Edgar, il le vit très très mal. Parce que quelque part, pour lui, même s'il ne touche pas l'argent, mais quelque part, il participe à cela. Et pour lui, c'est compliqué. Donc, il ne le vit pas très bien. Alors, Edgar le vit de plus en plus mal parce qu'il dit, c'est encore pire, parce que quelque part, je ne veux pas prendre d'argent, mais je favorise l'argent pour Monsieur Laine, et c'est comme si, quelque part, moi, je ne veux pas prendre l'argent, mais quand même, l'argent rentre par rapport à ce que je fais. Donc, il est très, très, très mal par rapport à ça. Et il ne veut pas la notoriété. Quelque part, avec Monsieur Laine, il l'a quand même, puisqu'ils sont quelque part associés. Et donc ça, Edgar ne veut pas. Il se dit, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on m'a montré, de ce que les guides m'ont dit par rapport au fait que je ne dois pas prendre par rapport aux lectures. Et voilà. Et en fait, cet homme qui travaille avec moi prend de l'argent. Donc, même si moi, ça ne va pas à moi directement, mais quand même, c'est pas clair. Et il le vit de plus en plus mal. Tellement mal qu'un jour, il va voir son médecin, un jeune médecin qui s'est installé à Hopkinsville très peu de temps avant, et il lui explique. Et il lui dit, voyez, je vis très mal cette situation. Et cet homme lui dit, mais pourquoi vous continuez en fait? Pourquoi vous continuez? Vous n'avez qu'à reprendre un travail. D'abord, vous ne pouvez pas rester sans travailler, parce qu'il n'est toujours pas marié avec Gertrude. Hein. Donc, vous ne pouvez pas rester sans travailler. Vous pouvez reprendre un travail dans une librairie, dans une ville un peu plus loin. Voilà, ou chez un photographe, mais sortez de ce cabinet avec Monsieur Laine parce que vous le vivez trop mal. Et donc, ça ne sert à rien. Et ça le soulage. Que cet homme lui dise ça, ça le soulage. Alors effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il prévient Monsieur Laine qu'il va arrêter. Inutile de vous dire que pour Monsieur Laine, ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce que bien sûr, il voit d'un seul coup son cabinet qui descend. Parce que, étant donné qu'il n'y a plus les lectures de Monsieur Cayce, eh bien, les personnes ne viennent plus. Mais Edgar reste sur sa position et se sent nettement mieux parce que, justement, il ne profite pas de cet argent que M. Laine gagnait. Alors, effectivement, il va dans une ville voisine, il trouve un travail et il trouve aussi une petite pension de famille où il s'installe. Et là, il y a 2 autres colocataires. Et très vite, il se rend compte que les autres colocataires ont un travail qui n'est pas pour faire plaisir à Edgar parce qu'il n'a pas envie qu'on sache ce qu'il faisait. Et en fait, il se retrouve avec 2 médecins. Et M. Laine l'appelle, enfin, prend des nouvelles régulièrement. Et Edgar lui dit, s'il vous plaît, ne parlez jamais à mes colocataires de qui je suis, de ce que je fais en lecture. Ce sont des médecins. Et je ne veux pas qu'on parle de moi. M. Laine respecte. M. Laine respecte. Seulement, quelques temps après, quelques semaines après, eh bien, Edgar se rend compte que sa voix commence à repartir.
Alors il appelle Monsieur Laine et il lui dit, il faut m'aider, il faut venir me voir, il faut faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Donc Monsieur Laine se déplace, va le voir, effectivement ils font une séance, une lecture, et Edgar reprend sa voix. Et plusieurs fois de suite comme ça, il se rend compte que s'il ne fait plus de lecture, il perd sa voix. Donc il commence à réaliser qu'en fait on lui demande de faire des lectures tout le temps, mais de manière différente de ce qu'il a pu faire avec Monsieur Laine. Mais il doit faire ses lectures. Alors, eh bien, il dit à Monsieur Laine, si vous avez des patients qui ont besoin, je veux bien que vous veniez et que je fasse des lectures. Simplement, il n'est quand même pas tout à côté d'Hopkinsville. Et un jour, ils se rendent compte, Monsieur Laine et Edgar, qu'en fait, il n'a même plus besoin de se déplacer pour venir voir Edgar pour les lectures, parce qu'il suffit de donner le nom de la personne et l'endroit où il vit, et Edgar peut faire la lecture tout seul dans son coin, et il a quelqu'un qui marque pour lui, et après, comme ça, la personne peut être soignée. Or, il y a à Hopkinsville l'ancien directeur de la ville qui a une petite fille, et cet ancien directeur, il s'appelle Monsieur Dietrich, et la petite fille, c'est Amy Dietrich. Elle a 5 ans. Et les parents sont désespérés, parce que cette petite, à l'âge de 3 ans, elle a eu une grippe, et peu de temps après, elle a été prise de convulsions, et depuis, en fait, c'est comme si son cerveau ne fonctionnait plus. Elle ne grandit plus, son cerveau ne répond plus, et les médecins la considèrent handicapée mentale. Et donc, bien cet ancien directeur de l'école de la ville où est né Edgar, eh bien, il a entendu parler, bien sûr, des lectures d'Edgar Cayce. Et il va voir Monsieur Laine. Et il dit à Monsieur Laine, est-ce que vous croyez que Monsieur Cayce accepterait de faire une lecture pour ma petite fille? Donc Monsieur Laine dit, je vais lui demander. Et Edgar accepte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il est en auto-hypnose, il reçoit l'information suivante, là, Monsieur Laine est présent, que en fait, cette petite est tombée, a fait une chute en descendant d'une voiture à cheval, peu de temps avant qu'elle attrape cette grippe. Et en fait, elle a fait une mauvaise chute qui lui a déplacé sa colonne. Et en ayant la grippe, eh bien, il y a des microbes qui se sont accrochés sur cette colonne et qui lui ont causé comme une paralysie. Donc, Edgar, qui sait que M. Laine est ostéopathe, dit à M. Laine, il faut, enfin, en étant en lecture, hein, toujours sous auto-hypnose, il faut faire à cette petite plusieurs séances d'ostéopathie de façon à ce que sa colonne se remette d'aplomb. Les microbes, voilà le traitement qu'il faut faire pour que ces microbes s'en aillent, tout rentrera dans l'ordre. Alors bien sûr, M. Laine fait une première séance d'ostéopathie, une deuxième séance, et puis Edgar se remet en auto-hypnose et dit non, ce n'a pas été fait correctement, il faut recommencer. Donc M. Laine recommence une troisième fois, et là, en auto-hypnose, Edgar dit « oui, là, tout est bien, et tout va rentrer dans l'ordre maintenant ». La petite ne parle plus, ne dit plus un mot. Elle est incapable de reconnaître ses parents. Quelques jours après les soins qui ont été prodigués suite à la lecture de M. Cayce, elle prend sa poupée et elle commence à parler à sa poupée et elle la rappelle par son prénom. Quelques jours après, elle reconnaît ses parents. Elle peut remarcher normalement et reparler normalement. Et en l'espace de 6 mois, elle a récupéré tout son retard. Et voilà la petite fille de 5 ans qui a tout récupéré et qui n'a plus aucune séquelle. Bien sûr, c'est quelque chose d'exceptionnel et tout le monde en parle. Et encore une fois, Edgar dit à M. Laine, mais taisez-vous et surtout, n'en parlez pas à mes colocataires médecins, surtout pas. Alors, Edgar Cayce, comme il a un travail, qu'il a quand même une situation maintenant, il peut enfin envisager de se marier avec Gertrude.
Donc, il organise le mariage avec sa future femme. Tout le monde est convié, bien sûr, là, dans la ville où il se trouve, et les colocataires sont conviés aussi. Et M. Laine redit à Edgar, il serait quand même bien que vous puissiez en parler pour qu'enfin on puisse aider le maximum de personnes. Avec un petit côté intéressé du côté de M. Laine quand même, qui revoit son cabinet qui pourrait refonctionner comme c'était avant. Et Edgar dit non, c'est hors de question. Et ça, c'est le jour de son mariage. Et en fait, le jour de son mariage, que va faire M. Laine? Il va parler aux colocataires. Et il va expliquer aux colocataires les lectures que peut recevoir Edgar Cayce. Et de là, eh bien, il va y avoir toute une transformation qui va arriver dans la vie d'Edgar Cayce. Je vous propose que nous continuions sa vie une prochaine fois. Merci à vous.